Bonjour François Bayrou. Un mot tout d'abord pour vous remercier, évidemment, d'avoir répondu à notre invitation le jour même où vous sortez votre livre « La France solidaire », qui reprend votre slogan de campagne. Alors, il paraît que cette campagne ne passionne pas les Français. Je peux vous dire qu'elle passionne au moins les HEC, puisque nous sommes ce matin à 8 h plus de 300, c'est-à-dire c'est un score de grand patron du CAC 40. Je ne sais pas si je dois considérer ça comme un compliment ou... Ah non, mais on s'est mis debout, donc on y va. Hein. Je suis donc très heureux de vous accueillir à notre 261e matin HEC. Et comme le veut la tradition, je vais, en introduction, tenter de retracer votre parcours. Vous avez 60 ans, vous êtes marié, vous avez 6 enfants, vous êtes agrégé de lettres classiques et exploitant agricole, puisque vous continuez à élever des chevaux. Et vous vous présentez à l'élection présidentielle pour la 3e fois consécutive. En vous accueillant, nous accueillons donc un homme de conviction, mais aussi un homme de paradoxe. Et je vais vous dire pourquoi en quelques mots. Le premier paradoxe tient à votre position dans les sondages. Lors de votre première élection présidentielle, en 2002, vous êtes arrivé 4e avec 6,84% des voix. En 2007, la percée a été spectaculaire, tout le monde s'en souvient, puisque vous êtes arrivé numéro 3 avec plus de 18% des voix, ce qui vous a rendu incontournable sur l'échiquier politique. Cette fois, bien entendu, votre objectif est de faire encore mieux, c'est-à-dire numéro 2 et donc numéro 1. En effet, on voit se dessiner une élection qui risque de se jouer par défaut et non par l'adhésion. Et à ce petit jeu, c'est vous qui avez le plus d'atouts. Vous êtes le seul candidat qui l'emporte quasiment à coup sûr au 2e tour contre François Hollande, mais aussi contre Nicolas Sarkozy, que vous battez d'ailleurs encore plus nettement que François Hollande. J'ajoute que, toujours selon les sondages, vous êtes celui parmi les candidats qui suscite le plus de sympathie. Sur le papier, donc, tout va bien. Dans les sondages, vous avez du mal à franchir la barre des 15%. Le deuxième paradoxe, c'est probablement que vous soyez à la fois un pur produit du système tout en étant contre le système. Vous êtes du système, bien entendu, et depuis très longtemps, puisque vous vous êtes engagé en politique très jeune et que vous avez exercé depuis de nombreuses fonctions au niveau local, national et européen. Vous avez été membre de différents cabinets en France, en Europe, conseiller général, conseiller régional, président de conseil général, député européen, président de parti, j'arrête la liste. Je rappellerai simplement que vous étiez tellement bien dans le système que vous avez même failli battre un record de longévité à la tête d'un ministère pourtant réputé infernal, le ministère de l'Éducation nationale, entre 1993 et 1997. Je crois qu'il s'en est fallu de quelques jours. Ce qui frappe le plus quand on examine ce parcours, c'est qu'en réalité, vous vous êtes moins construit dans le pouvoir que contre lui, c'est-à-dire dans le contre-pouvoir. Ce n'est un secret pour personne, vous avez refusé à de nombreuses reprises d'être ministre ou même Premier ministre, quand beaucoup de vos amis, eux, n'ont pas hésité à aller à la soupe à la première occasion. Au final, vous y avez gagné votre réputation d'homme libre, mais aussi celle d'empêcheur de gouverner en rond, à tel point que Le Point, justement, a fait cette une sur vous avec un titre qui en dit long, « Bayrou l'emmerdeur ». La une de ce matin est plus agréable. Il faut dire que c'est le prophète. Je comprends qu'effectivement François Bayrou préfère. Merci Vincent de ton coup de main. Aujourd'hui encore, beaucoup se demandent jusqu'où vous êtes prêt à aller, ou plutôt à ne pas aller. Les uns vous disent que vous êtes parfaitement à votre aise et parfaitement utile dans ce statut d'opposant en chef. Les autres, au contraire, avancent que la responsabilité ultime, c'est justement de savoir sacrifier son indépendance et sa liberté au nom de l'intérêt général. En gros, quand on pense que l'avion va dans le mur, le meilleur moyen de le détourner, c'est encore d'être dans le cockpit. Cela m'amène au troisième... Ça dépend si vous avez les manettes ou pas. Si vous avez le manche, vous avez une petite chance de lui faire changer de cap, mais autrement, non. Il fallait trouver. Pardon. Cela m'amène au troisième paradoxe, justement, qui tient à votre positionnement politique, c'est-à-dire à l'idée même du centre. Votre famille politique, vos affinités, on le sait, vont de Michel Rocard à Jacques Delors,
en passant par Valéry Giscard d'Estaing ou Raymond Barre, le tout dans la lignée assumée de Mendès France, voire du général de Gaulle. Le casting est séduisant, mais la France, pourtant, n'accroche pas. À chaque élection, au contraire, elle continue à se couper en deux, à se déchirer, comme une fille de divorcée qui aurait à subir la garde alternée, tantôt à droite, tantôt à gauche, ce qui a le don de vous horripiler. Votre projet est clair, plutôt que d'être une sorte de frein moteur d'une majorité étriquée et clivante, vous voulez faire du centre le moteur principal d'une majorité recomposée, élargie et rassembleuse. Au passage, d'ailleurs, je souligne un autre clivage, très grave et typiquement français, qu'on a remarqué, c'est qu'une partie des Français prononce votre nom Bayrou, une autre partie dit Bayrou. Alors ici, il n'est plus question de droite ou de gauche, mais plutôt de nord et de sud. Ou alors, si vous voulez, la France du beurre et de l'huile d'arachide d'un côté, la France de l'huile d'olive et de la graisse de canard de l'autre. Alors, mes chers camarades, lorsque vous poserez des questions tout à l'heure, que les choses soient bien claires, le nom de notre invité se prononce Bayrou. Tous les Gascons dont je suis le savent bien. Pour redevenir sérieux, le quatrième paradoxe, il me semble qu'il tient surtout à votre personnalité. Vous aimez l'Europe, mais je me suis laissé dire que vous n'êtes jamais aussi heureux, non pas comme Dieu en France, mais plutôt comme Bayrou en Béarn, car vous êtes d'abord et avant tout profondément attaché à vos racines. Vous répétez souvent que vous n'êtes pas parisien. Beaucoup de Parisiens pourtant se font de vous l'image d'un provincial, alors que beaucoup de provinciaux vous imaginent parisien. Vous êtes à la fois un homme de terrain, plus exactement un homme de la terre, un paysan, comme vous le dites vous-même, au plus joli sens du terme, mais vous n'êtes jamais aussi serein que lorsque vous êtes seul, plongé dans la lecture ou l'écriture, dans votre bureau de la rue de l'Université ou dans celui de la Maison Blanche, votre maison en Béarn, dans le petit village de Bordère où vous êtes né et où vous vivez toujours. Vous aimez la conversation des hommes, préférant parfois le silence des chevaux. Vous êtes profondément chrétien, mais vous êtes aussi en même temps l'un des plus fervents défenseurs de la laïcité. Sur ce thème d'ailleurs, vous avez écrit un très beau livre, même s'il est moins connu que votre biographie d'Henri IV. Vous détestez les réseaux, ça tombe mal, les connivences et la violence, mais vous avez choisi de vivre par nature dans un univers de réseaux, de connivence et de violence qui est celui de la politique. Tout cela donne donc au final une personnalité riche, à la fois secrète, difficile à cerner, que notre ami François-Olivier Gisbert a bien résumé, me semble-t-il, dans une émission politique très récente. Il a dit que vous étiez, je le cite, à la fois couillu, ironique, rustique, poétique et sérieux, avant de conclure que vous aviez plus que jamais une gueule de président. C'est quand même pas mal. Cinquième et dernier paradoxe, il faut vous créditer d'avoir eu raison avant tout le monde sur de nombreux sujets et d'avoir du coup orienté les principaux thèmes de cette campagne, sans pour autant tirer bénéfice. Cela fait 15 ans que vous parlez de la dette et de l'endettement, en disant on ne peut plus continuer comme ça. Produire en France et acheter français, que tous les candidats ont repris à leur compte, c'est vous également. Avec au passage ce dernier paradoxe et non des moindres, comme le font très judicieusement remarquer nos amis du cabinet Bain, partenaires de ces matins avec nos amis de Zénith Optimédia, c'est probablement le plus littéraire des candidats qui aura imposé le plus de thèmes économiques de cette campagne. Voilà, avant de laisser la parole à Vincent, je voulais saluer notre camarade et ami commun Christophe Labarde, qui a largement contribué à votre venue. Nous sommes donc impatients de vous entendre. François Bayrou, soyez le bienvenu parmi nous et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Merci Jean et surtout merci effectivement à François Bayrou d'être avec nous, passer cette heure ensemble dans un style un petit peu nouveau. C'est Laurence Ferrari qui est habituée comme ça à ce que on ait des plateaux debout. On va essayer. Et vous avez le droit de vous asseoir. Hein, franchement. On va essayer de tenir. Notre règle, François Bayrou, c'est qu'on a une petite revue de presse pour se mettre en jambe. On va rentrer dans les affaires de la France, pas les affaires du business cette fois, avec Chaland jusqu'à 9h. À 9h, on donne la parole à la salle et en un tour d'horloge, donc ceci est réglé. Nous vous libérons à 9h30. Alors, je commence ce matin la presse avec quelque chose qui doit vous faire plaisir. C'est la une des Échos. Produire en France, 7 grands patrons s'engagent.
7 grands patrons du CAC 40, justement. Alors parfois l'engagement est un peu flou, puisque je vois celui de Philippe Varin, le patron de Peugeot Citroën. Mon engagement est de maintenir une industrie compétitive et donc pérenne en France. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais enfin, bon, ça fait plaisir. Et j'imagine que pour vous, c'est une bonne nouvelle. Cette une des Échos, ça veut dire que la campagne prend là où elle doit prendre aussi, et pas simplement dans les meetings. C'est à moi? Oui. Bon. Non, je suis très heureux d'être avec vous. Merci de votre accueil. Je vais essayer d'éclaircir... Non, mais il faut répondre aux questions aussi. Hein. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes content qu'on parle que produire en France, vous me permettez, je vais d'abord répondre en 2 phrases. D'accord. À la présentation que M. Dartuy a faite. Vous dites, mais quelle curiosité qu'un homme politique qui refuse de se rallier, d'entrer au gouvernement, d'occuper les postes les plus flatteurs, d'avoir des galons sur les épaules et des chapeaux à plumes sur la tête. Il y a une raison à cela, et c'est au fond la raison même qui m'a conduit à cette affirmation du produire en France. Je suis frappé depuis des années de voir à quel point le monde politique français ignore ce qui est en train de se produire et l'extrême risque que le pays est en train de prendre dans ses finances publiques. Quiconque lit un extrait du rapport de la Cour des comptes que nous venons d'avoir il y a quelques semaines ne peut pas ne pas voir quel est le caractère irréductible des chiffres. Notre pays va atteindre à la fin de l'année 90% de dette sur PIB. Et il sera... Non, je vous attends, parce que, si vous voulez, on ne fait pas des discours ici, donc on a un peu un jeu de questions. Bien, tout ça, je vous promets qu'on va en parler largement, notamment parce que c'est un sujet qui nous passionne à Châlons. Vous avez eu la gentillesse de m'inviter, et j'ai tout à fait l'intention de m'exprimer comme si j'étais libre dans votre invitation. On peut faire comme ça? Voilà. Donc j'ai presque fini. Je vous promets que je vous rends la parole. Ce sont des choses importantes. On n'est pas là seulement pour des commentaires comme l'écume à la surface de l'eau, à la surface des vagues. On est en train de vivre quelque chose dans lequel le destin du pays est engagé. Le destin, la survie. Pourquoi ? Parce que nous sommes un pays entièrement formé autour de son modèle républicain, entre guillemets, autour de son modèle social. Et ce modèle républicain et ce modèle social ne peuvent pas survivre à l'effondrement de notre appareil productif. Grand pays, effondrement de l'appareil productif, et comme on n'arrive plus à financer le modèle social et le modèle républicain, alors on emprunte. Et donc, il faut remonter de cette situation qui est une situation qui devrait faire que tous, sans exception dans cette salle, dans les journaux, tous sans exception, nous devrions tirer le signal d'alarme en disant « vous ne pouvez pas laisser se dérouler une campagne présidentielle au moment où le pays va choisir son destin et n'aborder aucun des sujets dont dépend la survie du pays. » Parce que, je suis désolé de dire que la viande halal, l'ensemble des sujets secondaires qui sont traités, les taux d'imposition, la surenchère dans les taux d'imposition, tout ça est complètement secondaire par rapport aux risques que nous sommes en train d'affronter. Et donc, je suis là pour que dans cette campagne, on parle de ce sujet. Voilà. Alors, pour le reste, est-ce que ça me fait plaisir que des grands patrons s'engagent sur le thème du produire en France? Ça me fait grand plaisir, notamment parce que j'ai essayé de faire que les mots changent et que de compétitivité absolument familière à tous ceux qui sont là, on passe à des mots que peuvent comprendre les Français, et le mot « produire en France », que j'ai proposé dans le livre que j'ai publié pendant l'été, est devenu un mot que les Français commencent à apercevoir comme un enjeu.
Et donc, oui, je suis extrêmement heureux. Maintenant, j'ai répondu à la question, ayant fait une introduction un peu large, j'ai répondu à la question de mon bonheur. C'est juste le début, quelques petites questions, encore une fois, pour se mettre en jambe. Le Figaro, le coût du projet Hollande s'alourdit. Alors, ce n'est pas le Figaro qui le dit, parce que ça pourrait être sujet à caution, mais c'est l'Institut de l'entreprise. Avec ces nouvelles mesures, il est passé de 20 à 25 milliards d'euros à financer chaque année. Les masques tombent, alors, grâce à cette campagne, c'est aussi une bonne nouvelle. Oui, en tout cas, c'est ce qui est le plus frappant, que dans l'état de notre pays et de ses finances publiques, on puisse avoir une déclaration de Nicolas Sarkozy qui dit dans son émission de France 2 « Les économies, c'est fini », entre guillemets. Et une posture, ou en tout cas une proposition de François Hollande qui dit « Élise et moi, nous allons nous remettre à dépenser ». 60 000 postes de ceci, 10 000 postes de cela, 150 000 emplois jeunes, augmentation de 30% dans 2 mois de l'allocation de rentrée scolaire, création d'une allocation universelle pour les étudiants, enfin, toutes choses sympathiques, naturellement, mais purement, simplement, strictement impossible à réaliser. Qu'on soit dans cet aveuglement de la part des deux, entre guillemets, favoris de cette élection, ça devrait susciter des vagues d'indignation exprimées, pas seulement des commentaires plus ou moins discrets, mais des vagues d'indignation en disant « vous nous racontez des histoires ». Quand on voit ce qui se passe en Italie, quand on voit ce qui se passe en Espagne, quand on voit ce qui se passe au Portugal, quand on voit ce qui s'est passé en Grèce, et ainsi de suite, on dit c'est un peuple civique, les Français. C'est un peuple où on parle politique au bistrot le matin. C'est un peuple qui a besoin d'une prise de conscience générale. Pardonnez-moi de dire qu'à cette prise de conscience, vous devez participer. Je ne parle pas de Challenge uniquement. Challenge y participe avec plaisir, bonheur et peu d'efficacité. Mais en tout cas, on s'y essaye. Si ici, les 300 et plus de 300 responsables qui sont là sortaient de cette rencontre de ce matin en disant « il y a des choses que nous n'accepterons plus » et prennent chacun les moyens nombreux, puissants, de réseau, d'amitié, la force d'expression qui repose dans une amicale comme celle-ci, ça peut changer les choses. Et une campagne présidentielle, c'est précisément fait pour ça. Donc oui, c'est une surenchère d'illusions, mais cette fois-ci, nous sommes au bord de l'accident. Nous sommes sur le point de rencontrer l'accident. Et je vous rassure pour Challenge, je vous invite tous à lire, non pas la une que vous avez devant vous qui est passionnante, mais celle de la semaine prochaine, ce qu'ils n'osent pas dire, et je pense que ça se marie bien avec le candidat de la vérité, comme vous avez souvent habitude de vous autonommer. Alors, troisième petite revue de presse, je vois, c'est dans Le Parisien, Juppé à Matignon, nous annonce Nicolas Sarkozy hier sur Europe 1, un petit peu comme si, quand on était en retard dans les sondages, c'était une manière de se rassurer, d'annoncer son ticket. Et, pardonnez-moi, vous êtes un petit peu en retard dans les sondages, François Bayrou, un Premier ministre annoncé, ça ne serait pas quelque chose qui vous donnerait des ailes tout d'un coup ? Non. Vous n'avez pas des confidences à nous faire ce matin sur ce sujet ? J'ai des idées extrêmement précises, mais je trouve un peu déplacé d'aborder les choses sous cet angle. Je peux vous faire des portraits robots, si vous voulez. Hein. Oui, juste une seconde. Vas-y, allez-y. On essaiera de deviner. Femme ou homme de grande expérience, connaissant très bien l'État et connaissant très bien le monde économique français, courageuse ou courageux, c'est-à-dire pas engagée dans une carrière politique, davantage ayant occupé des responsabilités dans la société économique et dans la société civile, capable de rassembler, c'est-à-dire de prendre en compte des courants différents, des sensibilités différentes du pays, car ce qui n'a pas été dit dans l'introduction, mais que je veux dire ici, impossible de faire face aux exigences qui sont celles de l'heure si on n'est pas dans une perspective de rassemblement,
et si on reste à la guerre front contre front stupide et qui rend l'action impossible. Une petite parenthèse avant de rentrer dans votre campagne, c'est la une des Financial Times qui fait référence à cette étonnante lettre de démission parue hier dans le New York Times aux États-Unis, où un banquier depuis 12 ans à Goldman Sachs a publié donc les raisons pour lesquelles il est parti, lassé d'une culture toxique, dit-il, où l'on prend les clients pour des marionnettes. Est-ce que vous, alors vous n'avez sans doute pas utilisé le terme de finance sans visage qui fait référence à notre une et au discours de François Hollande, mais quel regard vous portez sur la finance? Bon, nuance. Il est évident qu'un certain nombre de pratiques dans l'univers de la finance et que le glissement du modèle français, du modèle de producteur et d'ingénieur vers un modèle purement financier a été le cadre d'un certain nombre des dérives et des difficultés que nous avons rencontrées depuis 20 ans. Le paradoxe, c'est que c'est d'ailleurs sous des gouvernements socialistes au début des années 90 que le basculement s'est fait. Mais c'était l'air du temps, et après tout, les politiques n'expriment que l'air du temps, en général. Et donc, voilà pour ce premier point. Donc, il est vrai qu'il y a souvent, quand on observe le monde de la finance, des sentiments un sentiment que c'est un monde dans lequel un certain nombre de conduites irresponsables sont fréquentes et perdent de vue ce que devrait être la morale élémentaire sans laquelle, comme disait un des grands auteurs, le capitalisme n'existerait pas. Mais ça, c'est entièrement vrai, donc je suis touché par cette lettre. Cependant, revenons au sujet. Au fond, il y a une grande différence entre Nicolas Sarkozy, François Hollande, les extrêmes, et ce que je propose aux Français. Les autres disent « la crise, c'est la faute des autres ». C'est la faute de la finance internationale, c'est la faute du capitalisme, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'euro, c'est la faute des immigrés, c'est la faute des autres. Et moi, je dis c'est de notre faute. Parce que ça n'est pas par la faute du capitalisme international, par la faute des banquiers, par la faute de Goldman Sachs, par la faute de l'Europe et de l'euro que nous n'arrivons plus à apprendre à écrire et à lire à nos enfants. C'est pas par la faute des autres que nous avons perdu des pans entiers de notre capacité industrielle parce que nos voisins, avec la même monnaie, avec le même coût du travail, le même modèle social à des nuances près, mais vu d'un peu loin, c'est le même, ont, eux, gagné une capacité de production, des parts de marché. Ça n'est pas la faute des autres si nous nous effondrons à l'exportation. Et ça n'est pas la faute des autres si nous reculons sur notre marché domestique. Tout ça, c'est lié à une série d'erreurs, de fautes d'orientation politique qui ont été accumulées au travers du temps, de laxisme, d'aveuglement, de manque de lucidité, de manque de pédagogie civique qui, au travers du temps, ont conduit la France où elle est aujourd'hui. Et donc, tous les discours sur la finance, pour aussi fondés qu'ils soient, et j'ai entendu des envolées absolument de stigmatisation de l'immoralité, et dans la bouche de Nicolas Sarkozy, et dans la bouche de François Hollande. Moi, je pense qu'on a raison de s'interroger sur une réorientation fondamentale de ce monde-là, à une condition, c'est qu'on comprenne que ce n'est pas pour ça que nous sommes dans la situation où nous sommes. Et c'est là votre grande singularité, puisqu'effectivement, dans les causes endogènes de la crise que nous connaissons, il y a bien sûr la dérive des finances publiques, que vous évoquez pas simplement en 2007, mais c'est Christophe Labarde, notre ami, qui me le rappelait dès 1997. Il se souvient de vous avoir vu dans les campagnes du Béarn, en campagne électorale à ce moment-là, puisque vous étiez le numéro 2 du gouvernement, et puis la dissolution vous a coupé les ailes, si je puis dire. Et à ce moment-là, dans les fermes, vous aviez, paraît-il, des écriteaux stigmatisant la dette qui était folle. D'où vient cette conversion si ancienne? Qu'est-ce qui s'est passé en 97 pour cette prise de conscience? C'est longtemps avant, sans doute. J'ai beaucoup travaillé avec Barre.
Et j'ai beaucoup aimé cet homme. Et c'était un des sujets de conversation les plus fréquents que nous avions, que de voir le réflexe de recours à l'endettement qui était celui du monde politique français, l'absolue indifférence à l'équilibre des comptes publics, comme s'il n'y avait aucun lien entre l'équilibre des comptes publics et la santé du pays. Or, avec Barre et quelques autres, vous savez que Jean-Claude Casanova est un de mes plus proches amis, et c'est lui qui a pris, comme vous savez, le magistère de Raymond Aron. Nous avions comme idée que le paramètre le plus important pour qu'une économie prospère, c'est la confiance. Parce que la confiance permet de voir à long terme, la confiance invite à investir, la confiance fait qu'on est rassuré sur l'avenir, la confiance fait que les jeunes peuvent faire des études et qu'ils pensent pouvoir trouver leur assise dans la vie. Et la confiance, quand vous êtes l'État, ça se bâtit à partir de la certitude que vous devez vous-même vous occuper de vos affaires de manière saine. Et donc voilà d'où vient cette idée. Elle est très ancienne chez moi, elle est presque absente du monde politique français. Je suis persuadé que parmi les présidents de la République successifs, cette idée ne leur traversait pas l'esprit, mais traversait pas l'esprit. Je pense même qu'ils n'avaient pas et qu'ils n'ont pas une notion précise de ce que la dette représente. Je suis le président, le seul membre, le créateur, le seul défenseur d'une association qui est l'Association pour la défense et la promotion du calcul mental en France. Parce que le sens des ordres de grandeur échappe à la plupart des gens, et vous seriez surpris, y compris dans l'univers des responsables. Et par exemple, l'idée révolutionnaire que 1 milliard, c'est 1000 millions, fait ouvrir des yeux estomaqués à un très grand nombre de responsables publics, et que quand vous traduisez le déficit du commerce extérieur, 70 milliards, qui passe vite, 70 milliards, hein, en disant ça représente 70 000 millions d'euros pris sur la richesse du pays, tout d'un coup, vous avez en face de vous le sentiment vertigineux qu'on approche de l'infini. Eh bien, moi, je voudrais beaucoup que les responsables publics retrouvent le sens des ordres de grandeur. Alors, on va faire un peu de calcul mental, puisque vous aimez ça. Je commence par les mauvais chiffres. D'ailleurs, ce sont des mauvais chiffres. Enfin, le bon chiffre, c'était 18,5%, donc en 2007 pour François Bayrou. Vous êtes à autour de 14% dans les sondages, donc moins 4,5 points. Pendant cette période-là, 2007-2012, la dette a progressé exactement de 450 milliards. Donc, en gros, à chaque fois que la dette progresse de 100 milliards, vous baissez d'1 point dans les sondages. Je me dis qu'il y a un petit problème, je veux dire, de pédagogie. Enfin, qu'est-ce qui se passe avec les Français pour que ça ait ce résultat-là? C'est que vous ne faites pas votre boulot. J'attends votre coup de téléphone la semaine prochaine, jeudi prochain à la sortie de Challenge. N'est-ce pas? Quand le patron d'un des plus grands journaux économiques du pays dit « Monsieur, quand même, ça progresse de 100 milliards et vous n'arrivez pas à vous faire entendre », c'est lui qu'il devrait mettre en cause. C'est la communauté du monde des responsables. C'est sérieux ce que je dis. Je pense qu'une des fautes les plus graves que Nicolas Sarkozy ait commises, c'est de ne pas faire, je lui ai dit 100 fois personnellement, la pédagogie de ce qui était en train de se passer. D'avoir traduit pour les citoyens l'importance des choix qu'ils devaient faire, mais c'est encore plus grave pour le monde économique français. L'autre jour, j'ai vu un grand institut réputé dire « Nous validons les chiffres de François Hollande ». Il voulait dire que les additions étaient exactes.
Mais le problème, ce n'est pas que les additions soient exactes. Le problème, c'est que ça nous conduit dans le mur. Alors, et donc, vous avez, non, je parle de manière très sérieuse, vous avez une responsabilité, et cette responsabilité, il faut la mettre en œuvre. Vous avez 5 semaines maintenant pour le faire. Je vous encourage à faire face à vos responsabilités. Eh bien, on commence la semaine prochaine, je vous l'ai dit, ce qu'ils n'osent pas faire avec cette cover justement sur tout ce qu'on n'a pas osé à réduire en termes de dépenses publiques, ce qui nous entraîne exactement sur ce sujet-là, où votre singularité éclatante apparaît là-dessus, alors que tant François Hollande que Nicolas Sarkozy disent qu'ils vont accompagner l'inflation, que François Hollande dit nous sommes très raisonnables, nous faisons simplement 1 point de plus en volume de dépenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 points d'inflation plus 1 point en volume, plus le PIB. Vous avez une proposition extrêmement claire et totalement révolutionnaire. Les dépenses publiques ne bougent pas pendant 2 ans en valeur. On oublie complètement l'inflation, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir sur des sujets fondamentaux des Français, et notamment des fonctionnaires, des retraités, des allocataires, des décisions difficiles à prendre. Donc, pendant 2 ans, on bloque les salaires des fonctionnaires, les retraites? Alors, l'idée est celle-ci. C'est une idée que j'ai proposée, comme vous savez, il y a plusieurs mois, et qui est au fond, pas au fond, qui est exactement la même idée que la Cour des comptes a exprimée il y a quelques semaines dans son rapport. L'idée, c'est que pour effacer le déficit du pays, qui est de 100 milliards, effacer le déficit du pays, il faut rééquilibrer en dépenses et recettes. Aujourd'hui, il y a 7 points, 6 points de dépenses publiques en plus, 6 points de PIB en plus des recettes. Pour effacer ce déficit-là, il faut toucher aux dépenses. Et ceux qui sont dans cette élection et qui soit considèrent que toucher aux dépenses c'est fini, la baisse des dépenses est finie, soit considèrent qu'il faut ajouter encore des milliards et des milliards de dépenses, tout cela ne sont pas en ligne avec la nécessité du pays. Toucher aux dépenses, je propose, et la Cour des comptes souligne, qu'on peut le faire en fixant une progression à 0 en valeur de la dépense publique du pays, les 3 dépenses publiques confondues, État, sécurité sociale, collectivité locale. Alors vous dites, il va falloir couper à la hache. Je ne suis pas de cet avis, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gaspillage, beaucoup d'économies à faire, beaucoup de meilleure administration des dépenses, et la preuve, c'est que la dépense publique en France est à près de 57% du PIB, alors qu'elle est 10 points de moins en Allemagne. Et je n'ai pas aperçu que le modèle social de l'Allemagne soit catastrophiquement, enfin, il n'y a pas de mendiants de l'autre côté du Turin, beaucoup plus qu'il n'y en a chez nous, et même on pourrait sans doute soutenir le contraire. Il y a beaucoup d'économies à faire en meilleure gestion. Ces économies à faire en meilleure gestion de l'État, le nombre de doublons entre l'État et les collectivités locales, beaucoup d'économies à faire dans la sécurité sociale. J'ai cité plusieurs exemples, je les reprends en 1 seconde devant vous. L'équivalent de ce qu'il faut économiser ou éviter de dépenser en plus à la sécurité sociale, c'est à peu près 20 milliards. Alors je donne quelques pistes. Si on réorganisait les urgences de l'hôpital, qui reçoivent 15 millions de personnes par an, en installant à l'entrée des hôpitaux un SAS dans lequel les médecins de ville s'entendraient avec du personnel hospitalier pour faire l'aiguillage. Vous entrez, vous avez une grippe, mettez-vous dans ce cabinet, on va vous faire une ordonnance. Vous avez une otite, la même chose. Vous avez une angine, très bien. Ah, il y a une suspicion de problème cardiaque. Vous entrez aux urgences de l'hôpital. J'étais aux urgences de la Riboisière, ce qui, entre nous, donne une idée vertigineuse de l'état des choses en France, dimanche après-midi. Et il m'expliquait qu'il y avait, pour parler simplement, au moins 50%
de ceux qui entraient aux urgences qui ne relevaient pas de traitement hospitalier. Et si vous réfléchissez à cela, si ce SAS est installé, et ça ne coûte pas cher, et ça permet d'avoir un accueil personnalisé, si ce SAS est installé, en retenant les 50%, la visite aux urgences de l'hôpital est facturée 250 € à peu près, 240 et quelques, et la visite par des médecins de ville organisée dans un SAS du service d'urgence est facturée à la Sécu 60 €, 63 €. Et si vous mettez ces deux chiffres en parallèle, alors vous apercevez qu'on est en situation d'économiser simplement par un meilleur service plus d'1 milliard d'euros sur une année. Et en servant mieux les malades. J'ai donné l'exemple du dossier médical personnel, dossier médical partagé autrefois. L'idée que c'est totalement fou de refaire tous les examens quand vous entrez à l'hôpital, de refaire toutes les numérations sanguines, 250 €, plus les radios, plus les scanners, plus chaque fois. Et ça nous est arrivé à tous. C'est complètement stupide. Et on dit on n'arrive pas à le mettre en place. Ah bon? Mais sur une clé USB ou sur un serveur avec votre carte vitale, tous ceux qui sont familiers du numérique ici savent que c'est jeu d'enfant. Il y a 4 milliards à économiser dans cette affaire. Le médicament, nous sommes le pays d'Europe qui dépense le plus de médicaments. Qui absorbons le plus de médicaments. Il y a 150 000 Français qui sont hospitalisés tous les ans pour des interactions médicamenteuses mal maîtrisées. Mais ça n'a pas de sens. Et donc, et c'est alors des sommes, là je parle de sommes qui multiplient le nombre de milliards. Et vous voyez que, sans compter la fraude, estimée à la Sécu à une vingtaine de milliards, vous voyez que vous avez devant vous des pistes, non pas d'amputation de l'action publique dans notre pays, mais de gestion de l'action publique pour qu'elle apporte un meilleur service aux citoyens et qu'en même temps, elle permette de faire des économies à l'ensemble. Nous sommes, je disais le chiffre, je vais le dire exactement, nous sommes cette année à 56,6 de dépenses publiques sur le PIB en France. Nous étions en 2008... Ce n'était pas le Moyen-Âge, hein. Il y a 3 ans. Nous étions en 2008 à 53,6. On a, c'est à peu près la réflexion de Hollande, hein, je vais seulement augmenter d'1 point de PIB. C'est exactement ça. Hein. On a augmenté en 3 ans de 3 points de PIB, et vous n'allez pas me dire que la société française est désormais beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus fraternelle, beaucoup plus de services, beaucoup plus attentive aux citoyens qu'elle ne l'était. Nous nous sommes laissés entraîner dans des dérives qui sont des dérives d'organisation mal gérée. Et je prétends qu'il y a d'immenses économies à faire sans que le service aux citoyens soit amoindri. Quant au salaire des fonctionnaires, j'ai fait la démonstration l'autre jour dans une émission à laquelle vous avez assisté, qu'on peut le laisser respirer dans les zones de l'inflation, parce que je pense que l'effet récessif de coupe sévère dans les retraites et les pensions est risqué. C'est-à-dire que vous ne toucherez donc pas cela, vous ne toucherez pas ces fameuses dépenses de transfert qui représentent énormément d'argent en France. Ah, vous m'avez entendu dire ça? Dans les dépenses de transfert? Vous m'avez entendu dire que je n'y toucherai pas? Non, je ne sais pas. Mais non, je pense qu'il faut toucher à tout ça. Ah, vous êtes prêt à toucher à tout ça? Il faut reprendre, vous êtes familier en matière de gestion, il faut reprendre à partir de la page blanche ce qu'il est nécessaire que l'État fasse et assume. Il y a des doublons qui sont impossibles. Le financement des collectivités locales est entièrement assumé, ou pour l'essentiel assumé par l'État. Il y a 100 milliards là qu'il faut regarder de près. Il n'y a aucune raison que chaque poste de dépense ne soit pas réexaminé comme vous le faites quand une entreprise se trouve en difficulté, mais à une condition, c'est qu'on s'enlève de l'esprit que parce qu'on dépense moins, on sert moins.
Moi, je pense qu'on peut dépenser moins et servir mieux. Et est-ce que la manière dont les Allemands ont remis en cause les indemnités de chômage, demandant davantage d'exigences aux chômeurs, est une piste que vous allez regarder dans la possibilité à la fois d'un retour à l'emploi plus rapide et d'économie sur le système? Je pense qu'il faut regarder tout à une condition, c'est que vous ne vous avanciez pas dans cette élection en jouant de l'émotion des gens qui disent c'est pas du côté des plus faibles qu'il faut que vous trouviez les économies à faire dans le pays. C'est très important, et peut-être est-ce une des forces que j'essaierai de faire valoir, très important que les Français aient la certitude que celui qui va conduire cette politique-là est en même temps un homme juste, et qui sait que ça n'est pas qu'il ne faut pas entrer dans cette action en ciblant uniquement les plus faibles. En tout cas, pour moi, c'est la ligne que j'essaierai de suivre. Mais si vous me demandez, parce que la question du produire est naturellement centrale derrière tout ça, si on ne reconstruit pas l'appareil productif du pays, on pourra courir longtemps après les économies, on ne pourra plus soutenir le modèle. Et donc, si vous me demandez si, par exemple, il faut de la souplesse dans le marché du travail, ma réponse est oui. Et je voudrais, moi, terminer cet ensemble un petit peu sur les finances publiques avant de passer la parole à la salle qui va élargir le débat, bien entendu. Vous avez vu des exemples, des pays justement comme la Suède ou comme le Canada, qui étaient des pays où il y avait eu un large service public et un État-providence conséquent. En 10 ans, ils ont fait régresser leurs dépenses publiques de 10 points. Vous disiez qu'en France, il a progressé d'1 point par an ces dernières années. Là, pendant 10 ans, il a baissé de 1 point par an. Pensez-vous que c'est quelque chose qu'il est possible de réaliser en France? Je le pense. Et est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il faut en dire un petit peu plus? Je fais référence... Excusez-moi, je viens de décrire devant vous un modèle qui est le modèle, vous avez eu la gentillesse de dire qu'il était le plus drastique qu'on pouvait présenter. Si vous me demandez en plus de venir avec le sabre entre les dents et la hache à la main, orné du sang de mes contemporains, pour leur expliquer que je vais leur couper la tête, leur arracher l'essentiel de ce qui fait leur bonheur dans la vie, je ne le ferai pas. En l'occurrence, permettez-moi juste de vous dire que vous parlez un petit peu comme Hollande, qui, dans Challenge, interrogé sur le sujet, a dit « Je ne ferai pas la liste des sacrifices que je vais demander à mes compatriotes ». D'ailleurs, il ne l'a tellement pas fait qu'il n'en demande pas. On va donc passer aux questions de la salle. Et traditionnellement, on commence ici avec une question d'un étudiant ou d'une étudiante du campus. Je ne sais pas où elle se trouve. Voilà, c'est à toi, jeune camarade. Bonjour, Monsieur Bayrou. Donc j'ai une question à vous poser. Je m'appelle Anastasia, je suis étudiante à HEC. Quelle place est-ce que vous donnez à l'école de la République? Est-ce qu'elle doit supporter un rôle multiple, allant donc de l'éducation, l'assistante sociale, le parent relais? Ou est-ce qu'elle doit se cantonner à un rôle plus strict d'instructeur, sachant qu'il y a une nuance entre éduquer et instruire? Oui, non, et quelles sont vos propositions? Voilà, merci. Bon, depuis que j'ai quitté le ministère de l'Éducation nationale, le classement international de l'éducation française, il n'y a pas de lien de cause à effet entre les deux. Le classement international s'est effondré à tel point que nous sommes aujourd'hui au 25e rang parmi les pays de l'OCDE pour la compréhension de l'écrit, au 24e pour le calcul et au 34e sur 35 pour les inégalités scolaires. Et nous avons été la meilleure éducation du monde. La meilleure éducation par les résultats que nous obtenions et la meilleure éducation par l'espoir que nous offrions à tous ceux, on disait boursiers de la République, qui, venus de catégories sociales modestes ou en difficulté économique, avaient l'espoir ou la certitude ou en tout cas l'idée que par l'école, on pouvait faire son chemin. Alors, ces résultats-là sont purement et simplement inacceptables. Alors, je ne vais pas entrer, sauf si vous m'y invitez, dans la liste des réformes qu'il faut faire. Je vais vous dire ce que sont pour moi les points clés. Et plus encore, je vais vous dire ce qu'est pour moi le point clé. Le point clé, c'est la langue. L'écriture, la lecture,
et la compréhension et la capacité d'expression dans la langue. Parce que si vous regardez, je suis sûr qu'il y a des gens dans votre école qui ont essayé de mesurer le leadership, la capacité d'influence, ce qui fait que, bandeau sur les yeux, quelqu'un s'approche et vous savez quel est son rayonnement, sa capacité, sa force d'influence, à quel milieu culturel il appartient, et ça passe uniquement par la langue. D'ailleurs, dans votre métier, c'est la langue qui fait les choses. Je connais beaucoup de chercheurs de très haut niveau en mathématiques, en physique. Ils disent que la langue est absolument essentielle pour accéder aux sciences. Et je pense cela aussi. Je pense que la langue est essentielle pour accéder à la vie. Et donc, s'il n'y avait qu'une mesure que je proposerais pour aller vers la justesse et la justice, l'efficacité de l'école, sa mise au service de la nation, je dirais, on va concentrer à l'école primaire les efforts de l'école sur la maîtrise de l'écrit, lecture et écriture, et la maîtrise de la langue. Et ce serait aussi pour moi le meilleur moyen probablement de lutter contre la violence scolaire. Parce que la violence, ça n'est pas autre chose que l'incapacité pour un enfant d'exprimer ce qui bout en lui, de faire sortir ce qui bout en lui, comme ça ne peut pas sortir par des mots, ça sort par des coups de poing. Et cette idée de revenir, au fond, ça a été l'école française pendant 150 ans. Cette idée de revenir à la maîtrise de la langue, je suis sûr, s'il y a des enseignants d'HEC ici, qu'ils ne me démentiront pas en disant que ça a quelque chose de juste. Alors voilà une idée centrale. Naturellement, ça veut dire qu'il faut des réorganisations, des économies, parce que je suis sûr qu'on peut garantir les moyens de l'éducation et cependant les améliorer. Par exemple... Juste une petite incidente sur le sujet. Vous avez été ministre très longtemps, Jean le disait. Vous avez la réputation d'avoir été un ministre dépensier, notamment dans les négociations salariales. Eh bien, je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas vérifié. Vérifiez-le et écrivez-le. Tout ça vous avez été un ministre économe. J'ai été un ministre raisonnable. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on est... D'abord, peut-être faut-il replacer les choses dans leur contexte, parce qu'un certain nombre de ceux qui sont là n'étaient pas nés quand j'étais ministre. Donc, j'ai été nommé ministre de l'Éducation nationale il y a 19 ans, presque jour pour jour. Donc, ça ne nous rajeunit pas tout à fait. Mais je veux bien répondre du bilan qui a été le mien à cette époque et qui fait que je crois avoir été un des ministres qui, au fond, ont gardé avec leur ministère les liens les plus... amicaux, ou en tout cas respectueux, et je m'honore de cela. On m'a accusé d'être un co-gestionnaire, et cette accusation n'est pas totalement infondée. Je suis un admirateur du modèle allemand. Je pense qu'on ne peut faire avancer les choses dans l'entreprise et dans la société que si on est en co-responsabilité avec ceux dont vous avez la charge. Je suis même pour que les salariés entrent au conseil d'administration des grandes entreprises avec droit de vote. Je suis même, je vais me faire haïr, pour que les salariés entrent au comité des rémunérations dans les grandes entreprises. Accord avec Sarkozy sur un demi-point, effectivement. Oui, enfin, comme il est au pouvoir depuis 10 ans, il ne doit pas être tellement en accord avec lui-même. Autrement, j'imagine qu'il aurait fait avancer les choses. Alors, une question... Donc je dis que oui, je m'honore d'avoir travaillé avec les organisations syndicales, comme avec d'autres organisations. Le réseau des grandes écoles qui est représenté ici peut se souvenir que nous avons beaucoup travaillé ensemble, y compris cette maison. Et donc, oui, je pense qu'il faut agir avec les acteurs de la société et non pas agir contre eux, parce que si on agit contre eux, on se trouve devant des blocages que mes successeurs ont expérimentés à bien des reprises. Oui, mais pour être économe, il faut aussi savoir dire non de temps en temps. Hein, donc, c'est le problème de la cogestion. Bon, alors, nos amis de... Bon, j'avais une vacherie, mais je la garde. Non, je la garde. Je la garde. Monsieur Bayrou, sur la question de la compétitivité... Enfin, je vais quand même le dire. Allez, dites-le.
J'ai un souvenir extrêmement brûlant que j'ai raconté dans un de mes livres plus anciens. Je rencontre le même jour deux de mes jeunes amis, et qui avaient tous deux eu, dans mon univers engagé, un rôle. L'un était fils de garçon boucher, fils de garçon boucher dans les Pyrénées, que j'avais eu comme élève pendant les années au début de ma vie où j'ai enseigné, dont j'avais repéré la capacité, et qui a poursuivi ses études, que j'ai aidé ou poussé à entrer en Hippocagne, et puis il est allé en Cagne, et puis il est entré à Normal Sup, et puis il est sorti major de l'agrégation, et puis il a fait une thèse, et puis il est entré comme maître de conférence, et je le reçois à 11h du matin. L'autre avait travaillé auprès de moi, et il était avocat associé dans un cabinet important. Et les deux, j'avais beaucoup d'affection pour les deux. Et je ne sais pas comment il m'est venu de poser la même question aux deux en disant « Combien gagnez-vous » C'est pour les économies. Hein. Mon ami avocat me dit « Oh, ça me gêne un peu de vous le dire, moi je vais vous le dire quand même, je gagne cette année 30 000 € par mois, et l'an prochain, je serai associé, je gagnerai 50 000 € par mois. » Et à l'autre, normalien, agrégé, major, docteur, maître de conférence, depuis 15 ans, ils avaient le même âge. Je dis « Combien gagnes-tu » Il me dit « Je gagne 2 220 € par mois. » Alors je veux bien me tourner vers eux en disant « Il faut faire des économies », mais je le ferai avec égard. La réponse est parfaite. Je reviens à la question de la compétitivité, sujet sur lequel vous mettez en avant, et à juste titre, les facteurs de compétitivité non-coût, c'est-à-dire l'innovation, l'importance de la qualité et de la valeur ajoutée. Et l'image de marque du pays. Et l'image de marque, la réputation. Et vous savez... Et la qualité du débat social. Bien sûr. Vous savez en même temps que dans un certain nombre de secteurs, je pense en particulier à des secteurs où les PME, les entreprises de taille intermédiaire jouent un rôle important, on a également parfois des problèmes de compétitivité coût. Ma question, elle est sur ce volet et sur les mesures que vous préconisez pour améliorer cette situation sur le volet coût. Mais vous pouvez revenir au premier volet également. Non, je pense que le premier volet est le plus important. Je pense que focaliser le débat, c'est au fond un peu ce que nous venons de dire là à l'instant, focaliser le débat sur l'affirmation publique que c'est le coût du travail qui représente la variable la plus pénalisante pour l'appareil productif français, moi en tout cas je pense que c'est déplacé. L'Allemagne, avec exactement le même coût du travail industriel que le nôtre, et même un chouïa de plus. Avec quand même un effort pendant les 10 dernières années, un point de compétitivité coût du travail en moins chaque année pendant 10 ans. Je sais bien qu'on dit cela, je le récuse. Non, il y a 10 ans, l'Allemagne avait un coût du travail industriel de 13% supérieur au coût du travail français. Et cette année, ils sont de 1%. Alors en effet, ils ont maintenu et pas augmenté, mais ils ont tout de même aujourd'hui un coût du travail légèrement supérieur au nôtre. Et quand je regarde la Suisse, chaque fois que je me rends en Haute-Savoie, je pense à ces 200 000 à peu près frontaliers qui vont travailler en Suisse, avec un coût du travail, si mes renseignements sont exacts, parce que j'ai demandé à des experts comptables familiers des deux côtés de la frontière, qui est de à peu près 15 à 20% supérieur de l'autre côté. Je me dis que ça ne peut pas être la clé unique.
les chiffres respectifs de Volkswagen et de Renault. J'ai été très frappé cette semaine. Il y a 7 ans, en 2005, Volkswagen produit en Allemagne 1 200 000 voitures par an. Renault produit en France exactement le même nombre, 1 200 000 voitures par an. Cette année, Renault ne produira plus que 440 000 véhicules par an et Volkswagen aura monté jusqu'à 2 200 000 voitures par an produites sur le sol allemand. Ne venez pas me dire que le coût du travail soit la seule variable pour expliquer cela. Et avant-hier, on a annoncé que tous les salariés de Volkswagen allaient recevoir une prime de 7 500 €. Je suis un esprit rationnel. Je me dis que ça ne doit pas être la variable majeure. Et chaque fois que je visite une usine, j'ai raconté ça à la FEP mardi, j'ai le souvenir précis de plusieurs de ces entreprises, mais il y en a une qui m'a beaucoup frappé, une PME dans l'Orne, très intéressante, sur laquelle vous devriez faire un reportage dans Challenge, qui est une PME qui se bat dans un secteur où on n'imaginerait pas qu'il puisse y avoir performance de PME en France, qui est le secteur des autocars. Ils sont contre Mercedes, contre Iveco, une PME de 300 personnes dans l'Orne. Je vous donnerai les références si vous voulez. Et non, mais c'est intéressant. C'est une source formidable. Grâce à lui, on fait aussi un reportage sur Dailymotion, où vous étiez quand voilà, lundi, absolument. Voilà. Mais qu'il y ait en France un président de la République qui réussisse à mettre en exergue nos réussites, ça serait intéressant. Et donc je visite cette entreprise, c'était très sympathique, et puis à la sortie, il y a un garçon de 40 ans, 38 ans, qui vient me voir, qui dit « Monsieur Bayrou, on est très heureux de vous avoir vu, mais il faut que je vous dise quelque chose. Je suis dans cette entreprise depuis, je crois qu'il m'a dit 14 ans, 15 ans, quelque chose de cet ordre. Je suis soudeur et je gagne toujours 1 070 € net par mois. Alors je veux bien qu'on pose la question des charges, de leur répartition, de leur assiette, tout ça je veux bien. Mais je ne veux pas m'avancer devant les Français qui ont ce type de situation-là en disant « Mesdames et messieurs, c'est de votre faute si on ne produit plus, c'est parce que vous êtes trop cher ». Je suis en désaccord avec cette formulation-là. Après, qu'il y ait des charges indues, administratives, que les entreprises et l'appareil productif français souffrent de l'aberrante prolifération de normes sociales juridiques en perpétuel changement, d'une instabilité qui fait que plus personne n'a d'horizon, qu'on est obligé perpétuellement d'entretenir de puissantes divisions de DRH, de conseils juridiques et fiscaux pour se retrouver dans le labyrinthe, ça, oui. Simplifions, stabilisons, réfléchissons aux charges, mais je ne signerai pas l'idée que le travail est trop payé dans notre pays. Devant une audience comme celle-ci se faire applaudir sur ce sujet, permettez-moi de noter que ça prouve une ouverture d'esprit dont je suis très heureux. Sébastien Danet pour Zénith Optimédia. Bonjour Monsieur Bayrou. Une question sur le secteur des médias avec lequel vous entretenez des rapports ambivalents ou conflictuels parfois. Chaleureux, on va dire. Et à qui vous reprochez pas mal de choses, notamment de favoriser ce fameux bipartisme. Quelles sont vos propositions ou votre vision pour ce secteur des médias et peut-être plus largement aussi du numérique qui en France est sous-capitalisé, très fragmenté et très franco-français ? Alors, je vais traiter d'abord du numérique, si vous voulez bien, parce que je pense que c'est un enjeu économique et culturel, pas seulement culturel, mais économique, absolument central. Je pense même, si je veux faire un peu de vision de l'évolution des choses, de l'univers dans lequel nous vivons, je pense même qu'il y a dans le numérique quelque chose en gestation qui est de l'ordre d'un modèle de société nouveau. Vous savez que je plaide dans ce livre qui sort ce matin pour un modèle solidaire qui est pour moi
le seul horizon qui permette d'affronter la crise et de dépasser la crise, y compris modèle solidaire entre entreprises. Je pense que si l'on veut examiner de près la différence et le déséquilibre entre le modèle économique allemand et le modèle économique français, c'est que ces dernières années ou décennies, le modèle économique français a été uniquement gouverné par l'idée que chacun sa boîte et chacun son destin. J'aurais pu employer des mots moins flatteurs, tandis que le modèle économique allemand considère que le réseau des entreprises et des banques et des régions est vital pour la survie de l'Allemagne, et que ce que j'ai indiqué chez Volkswagen est en partie la conséquence de cela. Il y a une solidarité à rétablir entre entreprises, notamment dans les mêmes filières, en comprenant que d'une manière ou d'une autre, nous sommes sur le même bateau, entre donneurs d'ordre, sous-traitants, collègues des sous-traitants. Si on fait avancer tout le monde, on ira plus loin que s'il n'y a que les champions qui avancent et que les autres restent en arrière. Et donc, il y a dans Internet quelque chose qui est infiniment novateur dans la manière de voir l'avenir. Je n'en veux pour preuve que tout ce qui se passe dans l'univers Wiki. L'aventure de Wikipédia, qui en 10 ans bâtit la plus grande encyclopédie du monde, sans dépenser 1 euro, de libre accès pour tout le monde. Alors les gens qui ne sont pas familiers croient que dans Wikipédia, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas justes. Je les invite à le lire sur leur secteur d'activité. Et moi, en tout cas, dans le mien, je puis attester qu'il y a peut-être des erreurs, mais que pour l'essentiel, c'est une communication de connaissances absolument sans précédent dans l'histoire humaine. Depuis Gutenberg, il n'y a pas eu plus novateur, coopératif, imaginatif, désintéressé, généreux, faisant avancer la connaissance que cet univers wiki. Et les logiciels libres, l'univers des logiciels libres, dans tout un tas de choses, y compris la défense nationale, y compris le e-learning, mademoiselle qui m'interrogeait sur l'éducation, c'est absolument une révolution bienfaisante. Des esprits qui partagent ce qu'ils ont de plus précieux avec d'autres esprits de manière non marchande, et qui fait cependant avancer l'économie. Quand vous réfléchissez à ça, alors vous dites qu'on est devant une révolution. Il y a des enjeux économiques majeurs dans le numérique. Le numérique a créé ces 10 dernières années 750 000 emplois en France, tandis que l'industrie, au sens traditionnel du terme, en détruisait 200 ou 300 000. C'est fantastique. Et on n'a pas pris complètement la mesure de ça. Par exemple, je parle à des experts, le e-commerce est très sous-formé en France. Il y a peu d'écoles, très peu. Il y a peu de spécialisations, très peu, alors que c'est l'univers en explosion dans le domaine commercial. Il y a beaucoup de choses. J'étais avant-hier, en débat avec une jeune femme qui s'intéressait professionnellement à ce sujet, qui était à la tête d'un grand site. Elle me dit « J'arrive pas à trouver des chercheurs en France pour faire le travail d'exploration des évolutions du e-commerce et du e-consommateur. » Donc, on a beaucoup à faire sur ce secteur. Qu'est-ce qu'on peut faire de précis? Il faut aborder les 2 sujets que vous avez indiqués. Le sujet des financements. Et du point de vue des financements, vous savez que je préconise une reconfiguration de OSEO, dont je pense qu'il faudrait qu'il y ait des départements dédiés au numérique, par des gens du numérique, pour les gens du numérique, parce que l'intuition de ce qui va se produire, c'est extrêmement rare. Je recevais hier le jeune, il a 35 ans, président de Twitter, qui vient d'inventer d'ailleurs un autre procédé extrêmement intéressant sur le transfert de monnaie par carte bleue, qui s'appelle Square, qui est tout à fait exceptionnel. Et donc, l'intuition de ce qui va se passer est très intéressante pour les financements.
Je propose que les business angels se voient reconnaître les mêmes avantages que les fonds de capital risque, ce qui, comme vous le savez mieux que moi, les business angels, c'est un des modes de développement de ce secteur. Quelqu'un qui a réussi à créer une start-up, à la développer, à la vendre et qui veut réinvestir dans le numérique, il est frappé aujourd'hui de charges fiscales que ne connaissent pas ceux qui font du capital risque. Je trouve qu'il est juste de l'équilibrer. Et enfin, dernier point, en parlant avec les acteurs du secteur numérique, j'ai découvert quelque chose de tout à fait intéressant et qui m'a frappé, c'est qu'ils sont venus me voir, on a parlé longuement, ils disent « Mais Monsieur Bayrou, c'est complètement fou, on veut nous imposer des normes de droit du travail et de droit social qui sont absolument inadaptées à notre secteur. Est-ce que vous croyez que dans le numérique, on peut s'arrêter de travailler au bout de 35 heures ou à 6 heures du soir ou interdire de travailler le week-end? Ça n'a évidemment absolument aucun sens. Et donc j'ai avancé cette idée qu'on puisse faire du secteur du numérique un secteur d'expérimentation dans lequel les acteurs, représentants de salariés et représentants d'entreprises, essaieront de définir eux-mêmes une norme de droit du travail adaptée à leur secteur. Et je trouve que cette expérimentation serait très utile. Voilà pour la partie numérique qui est la plus importante. Les médias, en un mot. Ah non, j'ai été interrogé sur les médias. Je ne vais tout de même pas y manquer. Bon, il y a une crise très importante, il y a une crise de confiance très importante. Que les lecteurs ayant le sentiment que que ça n'est pas l'information qui passe en premier dans un certain nombre de médias. Et il faut à tout prix retrouver là aussi la certitude d'une confiance. Et il y a une chose assez simple à faire, en tout cas dans les médias publics, c'est d'enlever au président de la République le privilège exorbitant de nommer lui-même les présidents de chaînes d'audiovisuel public, ce qui a été une décision de Nicolas Sarkozy qu'on n'aurait jamais dû accepter, que le monde de l'audiovisuel public n'aurait jamais dû accepter et sur laquelle je reviendrai. Une question de notre ami Emmanuel Chin. François Bayrou, bonjour. Vous avez parfaitement défini l'enjeu majeur principal de cette élection, qui est de mettre fin à cette irresponsabilité collective des politiques, de la classe politique depuis quasiment 40 ans, droite, gauche, tous ceux qui ont gouverné ce pays, d'avoir endetté ce pays, cette dérive des finances publiques. D'ailleurs, pour avoir vu chez notre ami Christophe Labarde ce film en 97, où tel un instituteur dans les campagnes, vous êtes avec votre tableau, je témoigne que vous avez très tôt dénoncé cela. Et cette destruction de richesse du pays avec ses 57 points de PIB de dépenses par rapport aux 47 points de l'Allemagne, destruction de richesse choquante, alors que ce pays a des ressources exceptionnelles. L'enjeu est là, il est clair. Enjeu dont vous reprochez d'ailleurs aux médias de ne pas en faire la pédagogie. Je me permets juste une courte parenthèse pour avoir, au moment où vous avez été nommé ministre de l'Éducation nationale il y a 20 ans, créé une émission économique qui a voulu faire la pédagogie en prime time et qui, je crois, a porté sa pierre comme notre ami Vincent Beaufils avec Challenge. Nous sommes quelques-uns à en faire la pédagogie. Je pense juste une courte explication qu'il y a aujourd'hui dans les médias les patrons de l'information, aussi talentueux soient-ils depuis des générations, sont de la classe politique. Il y a une culture politique dans les médias et non pas une culture économique. Tous les grands quotidiens, tous les grands hebdomadaires, toutes les grandes directions d'information dans les chaînes de télévision sont dirigés par des gens talentueux, mais qui sont d'une culture du politique et pas de l'économie. Donc, l'enjeu, oui, la question, 57% de PIB dépenses du PIB en France, 47% en Allemagne, baissé de 10 points. Principe de réalité, il y a deux favoris dans la campagne. Le paradoxe, c'est que vous êtes peut-être le plus crédible. Lequel des deux, s'il devait être au deuxième tour, vous paraît le plus crédible? Lequel des deux vous paraît être le plus crédible pour, si vous n'étiez pas qualifié? Si je veux être au deuxième tour, ce qui est mon but, la première des choses, c'est que je ne dois même pas me poser cette question devant les errements additionnés de ces deux-là. Non, je me permets de vous la poser parce que c'est le principe de réalité, même si vous êtes non, le plus crédible. Principe de réalité, c'est tu gagnes quand tu te bats. Voilà. Bon. Alors, donc vous ne répondrez pas. Emmanuel, bon. Je crois qu'il y avait des gens là-bas qui vous souhaitaient poser des questions. Monsieur... Il est 9h30. Voilà, 9h30. Donc il est 9h29, donc il reste une question. Une question. Oui, Monsieur le Président, Henri Vallat, je me permets de poser une question car vous avez parlé de confiance. Vous savez que on n'a plus confiance dans la classe dirigeante actuellement. Vous avez parlé... Pardon, excusez-moi. Vous avez parlé de moralisation
de la classe politique, de la classe dirigeante. Moi, je parle d'exemplarité. Est-ce que vous avez quelques observations à nous faire là-dessus? Oh, c'est très simple. Il y a 10 sujets qui traînent dans le débat public depuis 20 ans. Et chaque fois que les dirigeants en place ou les opposants officiels s'expriment sur ces sujets, ils se drapent dans la toge de la vertu immaculée, ils mettent la main sur le cœur, ils font des déclarations magnifiques et ils sont absolument décidés à ne rien faire. Et alors je peux multiplier le cumul des mandats, l'absentéisme des parlementaires à l'Assemblée nationale, le nombre pléthorique des députés et des sénateurs dans notre pays, le refus absolu de codifier tout ce qui touche au conflit d'intérêts, comme on dit, c'est-à-dire au mélange des intérêts publics et des intérêts privés, la loi électorale, enfin toutes ces choses qui sont en effet destructeurs de confiance. Eh bien, je pense qu'il faut désormais non plus se draper dans des déclarations, mais agir. Élu président de la République le 6 mai, j'organiserai le 10 juin, le jour du premier tour des élections législatives, un référendum sur une loi cadre qui décidera, une fois pour toutes, d'interdire le cumul des mandats pour les députés, d'en réduire le nombre, d'obliger à la présence que le vote ne soit plus délégable à l'Assemblée nationale et que tous les votes soient publics, de faire en sorte que tous les courants du pays soient représentés à l'Assemblée, de réduire le nombre des parlementaires, de faire que les conflits d'intérêts soient réglés, de faire que toute condamnation pour corruption entraîne l'éviction de la vie politique pendant au moins 10 ans de ceux qui en auront été l'objet. Tout ça qui est de simple santé, de sécurité juridique et morale dans un pays comme le nôtre sera décidé en un seul vote le 10 juin, dans 4 semaines et un dimanche, et la question se trouvera réglée. Ça n'est pas un commentaire, c'est un engagement. Et réduire le nombre des ministres aussi, comme Bien Sarkozy sûr, ça sera s'y était engagé sans jamais le faire, comme chacun de ceux-là, ça sera dans la loi cadre. 2 petites questions personnelles pour terminer, qui sont très courtes, réponses très courtes, c'est la tradition ici. Autoplus a fait un sondage où on comparait les candidats à des voitures. Alors sans surprise, Nicolas Sarkozy était une Porsche. On voit là le côté bling-bling et quand même énergie. Hein, je veux dire, il y a du coffre. Et alors, vous vous retrouvez... Non, dans Porsche, il n'y a pas de coffre. Je vois que vous ne vous connaissez pas simplement en tracteur. Absolument. Et alors, vous retrouvez avec François Hollande, vous avez été comparé à une Scénic. Est-ce que c'est pas un petit peu, dire, diesel comme comparaison un peu gênante? Écoutez, ceux qui me connaissent savent que je suis assez diesel, en effet. J'ai besoin, je suis un 4x4, j'ai pas peur des routes accidentées, et en effet, j'ai besoin d'être lancé pour être vraiment bien, mais je suis pas très fatigable. Bon, c'est dommage qu'on vous quitte 1 heure après, simplement. Bon, et dernier point, L'Obstiné, c'est le titre d'un bouquin qui vous a été consacré il y a quelques mois. C'est l'adjectif qui vous va le mieux entre ça, ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'emmerdeur, le prophète dans Le Point aujourd'hui. Quel est celui Écoutez, qui vous va le mieux? moi je trouve que voir juste, le dire à ses concitoyens et en même temps être obstiné dans la défense de ce qu'on croit être la vérité, ça correspond à peu près au portrait robot nécessaire du président de la République française pour 2012. Jean, je te laisse la parole. Merci 1000 fois pour votre participation, d'avoir joué le jeu avec nous. Alors vous parlez, je finirai moi par une note d'histoire, vous parlez beaucoup de langage, de culture, d'éducation, d'histoire. Alors c'est une question... Je parle pas mal d'économie aussi, oui, parce que... Vous aimez ces thèmes-là. Ouais. Donc c'est une question à l'écrivain, puisque vous êtes un fameux biographe d'Henri IV. Qu'est-ce que vous avez admiré chez ce roi? Bon, 2 choses qui sont fantastiques dans l'histoire et sans comparaison. Lorsque Henri IV prend le pouvoir à la fin des guerres de religion, le plus grand historien du temps écrit
il a reçu entre les mains non pas la France, mais le cadavre de la France. Le pays était déchiré, totalement appauvri, détruit dans ses infrastructures, absolument déstabilisé dans ses finances publiques, n'arrivant plus à faire face aux impératifs de production. Et avec Sully, en quelques années, en 10 ans, ils refont de la France la première puissance européenne. Ça s'est produit un certain nombre de fois. De Gaulle a fait la même chose en 1958. Schröder a fait ça pour l'Allemagne. Des hommes d'État qui choisissent le bon cap, ça peut faire bouger un pays, surtout un pays aussi centralisé dans son esprit que la France, qui a gardé de sa tradition ancestrale, monarchique, l'idée qu'il fallait quelqu'un à la tête qui entraîne. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il a fait ça en réconciliant ceux qui étaient irréconciliables. Et je mets l'édit de Nantes au premier plan de ce qu'une œuvre politique peut faire dans un pays. C'était tellement moderne que Louis XIV l'a révoqué 80 et quelques années plus tard. C'était une œuvre fantastique de novation historique, là encore, parce que, comme chacun d'entre vous le sait, à l'époque, début du XVIIe siècle, à l'époque, la règle universelle, c'est-à-dire dans l'Europe du temps, mais c'est le monde, c'est que la religion du souverain était la religion des sujets. Et si le souverain changeait, ça nous est arrivé en Béarn, Christophe, le souverain a changé de religion et les sujets ont dû changer de religion. On s'est mis à supprimer tous les objets sacrés des églises et à chasser les prêtres, et bon, tout ce qu'on fait dans ce cas-là. Et lui, pour la première fois, novation incroyable, il arrive, et après avoir vécu toute cette immense aventure, avoir été seul contre tous pendant longtemps, avoir gagné le pouvoir contre tout pronostic, il dit... Nous allons... Je vous remercie de vos sourires indulgents et prophétiques. Et donc, il dit, désormais, on sera identiquement citoyen, on disait sujet à l'époque, quelle que soit sa religion. Eh bien, ce pas-là, qui est un pas de réconciliation, qui est un pas de reconnaissance réciproque, c'est probablement le plus grand service qu'un homme d'État ait rendu à son pays dans les derniers siècles. Et donc je suis très fier d'avoir été l'ami lointain, à 400 ans de distance, de cet homme-là. Merci beaucoup.